Marguerite de Navarre est une femme badass. Mais pas parce qu'elle a fait aussi bien qu'un homme, mais parce qu'elle a fait mieux que tous ses contemporains. Elle a été une femme d'État absolument remarquable. Mais aussi une femme de lettres qui s'est battue pour ses idées jusqu'au bout. Enfin presque. Elle s'est arrêtée quand les conséquences de ses actes ont eu des répercussions sur sa fille, sa chair, son sang. Et entre nous, combien d'hommes pouvez-vous citer qui aient eu son courage? Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. La formation. Née le 11 avril 1492, Marguerite de Navarre est de sang royal, aussi bien par son père que par sa mère. Mais elle vit dans une famille désargentée. Par ailleurs, sa mère à l'époque est obsédée par une idée, celle que son fils, François, devienne roi un jour. Alors, à l'époque, c'est hautement improbable. Ceci dit, notre petite Marguerite recevra une bonne éducation, une éducation soignée. Et on peut compter parmi ses précepteurs Robert Hureau, abbé, qui par la suite se convertira au protestantisme. Alors, est-ce par le biais de ce précepteur qu'elle deviendra un jour humaniste? On n'en sait rien. En tout état de cause, d'une part, au moment de sa naissance existe un mouvement littéraire que l'on appelle les grands rhétoriqueurs. Ils vont faire le lien entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et elle s'inscrira plus ou moins dans ce mouvement littéraire. D'autre part, elle va s'inscrire dans le mouvement humaniste. C'est un mouvement qui met l'homme au centre de sa pensée, en s'inspirant de textes antiques. Ses valeurs sont la raison, la liberté, la dignité humaine, et pour eux, cela passe par l'éducation. Le seul problème, c'est que ces penseurs entretiennent un lien ambigu avec l'Église. Ils la critiquent certes modérément et restent pour la plupart des catholiques pratiquants. Mais tout en s'inspirant du mouvement protestant et en se nourrissant de leur volonté de retour au texte biblique et d'une forme de réforme religieuse. Alors, revenons à Marguerite de Navarre. L'enfance de Marguerite de Navarre se finira comme toute enfance à l'époque en se mariant. Elle se marie au duc Charles d'Alençon en présence de Louis XII. Alors, Charles d'Alençon a la réputation d'être inculte. En vrai, on ne sait pas trop. En revanche, ce qui est sûr, c'est que de véritables liens vont se créer entre Marguerite et Charles. Alors, elle se marie le 2 décembre 1509 et restera vivre à Alençon jusqu'en 1515. Et que se passe-t-il en 1515 ? Marignan. Ouais, mais non. En fait, en 1515, c'est François Ier qui devient roi de France. Or, François Ier, c'est son frère. Finalement, sa mère avait raison de croire les prédicateurs qui lui avaient prédit qu'il deviendrait roi de France. La femme d'État. Ouais, enfin, elle ne va pouvoir faire quelque chose que parce qu'elle est la sœur du roi. Oui, mais comme tout le monde à l'époque, nul n'est chambellan, connétable ou toute autre chose s'il n'appartient pas à la bonne lignée. Si vous n'appartenez ne serait-ce qu'à la petite noblesse, jamais, jamais, au grand jamais, vous n'atteindrez ce type de poste. Alors oui, Marguerite de Navarre bénéficie du fait qu'elle est la sœur du roi. Et elle va même bénéficier d'un petit plus complémentaire, c'est que la femme du roi, Claude de France, a un caractère extrêmement réservé. D'ailleurs, paradoxalement, ce sera la seule femme de l'histoire de France qui sera à la fois la fille, la femme et la mère de roi de France. Et pourtant, au vu de son caractère, elle n'a pas pris l'ampleur que prendra Marguerite de Navarre. Comme quoi,
le sang ne suffit pas à faire de vous une femme badass. Marguerite de Navarre va prendre de plus en plus de place aux côtés de François Ier. Elle sera la sœur chérie et elle va avoir de plus en plus de responsabilités. Et dans les affaires diplomatiques qu'elle va traiter, elle va jouer de sa féminité. Une salope qui joue de son physique, quoi. Alors non. Selon ses contemporains, elle a plutôt un physique ingrat. Mais elle sait parler et argumenter et sa présence féminine séduit les hommes autant qu'elle les perturbe. Comme c'était inhabituel, il ne savait pas comment se comporter avec elle et cela lui donnait l'avantage. Alors elle intervient partout. Et après la bataille de Pavie qui fera 10 000 morts et qui aura pour conséquence que le roi de France sera retenu prisonnier par Charles Quint, c'est encore elle qui intervient dans les négociations. Jeune veuve, après la mort de son mari le 11 avril 1525, et tout de blanc vêtue comme se doit une veuve de sang royal au XVIe siècle, elle part en Espagne négocier la libération du roi de France. Le roi est malade, elle est inquiète et elle est reçue le 19 septembre par Charles Quint. Alors là, les négociations s'enlisent. Charles Quint en demande beaucoup trop, il revendique notamment la Bourgogne. Mais tout le reste aussi d'ailleurs. Ceci dit, durant le temps de ces négociations, Marguerite de Navarre va se lier d'amitié avec la sœur de Charles Quint, Éléonore d'Autriche. Retenez ce nom. Les négociations, certes, n'aboutiront pas. Elle va être obligée de quitter l'Espagne le 27 novembre 1525. Après avoir tenté le tout pour le tout, c'est-à-dire de faire évader François Ier avec l'aide d'un certain Cavriana, à l'encontre de toutes les règles diplomatiques de l'époque. Et la solution diplomatique viendra finalement du renoncement de François Ier. Il cédera à la fois le Milanais, la Bourgogne et la Navarre espagnole. En plus, il acceptera de donner 2 de ses fils en otage à sa place à Charles Quint. Enfin, au renoncement, il faut quand même vite le dire, parce que dans le contrat, il y a une clause qui prévoit que si le contrat est signé sous contrainte, ce qui est le cas, tout est nul et non avenu. Nul et non avenu, sauf pour ces 2 fils qui, eux, sont réellement pris en otage et qu'ont dû se sentir bien cons en regardant les clauses du dit contrat. Pas sûr qu'ils aient apprécié la farce. Mais passons, François Ier est libre et Marguerite de Navarre retrouve sa place de conseillère aux côtés de son frère. Claude de France, la femme de François Ier, est morte et François Ier pense à se remarier. Et l'heureuse élue sera Éléonore d'Autriche, la sœur de Charles Quint. Donc vous voyez, Marguerite de Navarre a un poids tellement important dans la diplomatie que finalement c'est elle qui va avoir le poids décisif dans la décision de qui sera la nouvelle reine de France. Et maintenant que je vous ai présenté dans les très grandes lignes la femme d'État qu'elle a été, je vous propose de découvrir la femme philosophe qu'elle fut. La philosophe. Marguerite de Navarre va donc faire partie du mouvement humaniste. Ses travaux vont avant tout porter sur des questions religieuses. Elle est très croyante, très religieuse et très pratiquante. Cela ne l'empêche pas de vouloir une réforme, mais une réforme à l'intérieur de l'Église. Elle n'est pas protestante. Cependant, elle a un style mystique et fleuri qui s'inspire du style qu'utilisent les protestants. Elle va chercher à provoquer l'émotion plus que la raison. Et sur le plan littéraire, ses œuvres terminent les œuvres médiévales. Malheureusement, les tensions entre les catholiques et les protestants empêchent les humanistes de trouver leur place. Cependant, elle reste vraiment catholique et pratique assidûment. Certains la qualifieront de féministe. Alors c'est complètement anachronique, mais c'est moins incongru que lorsque l'on qualifie Pizan de féministe.
suffisant dont on est quasiment sûr que Marguerite de Navarre a lu ses ouvrages. Alors pourquoi dit-on qu'elle est féministe? Parce qu'elle prône l'éducation et notamment l'éducation des filles. Or, ce n'est pas la pensée dominante dans une époque où l'on pense que la femme est de nature inférieure à l'homme. Selon Dutreil, elle est comme Erasme ou Rabelais, hostile à la vie monastique, comme eux, elle est peu convaincue par l'utilité du célibat ecclésiastique, elle admire la pensée luthérienne des débuts, mais n'admet pas le rigorisme de la société réformée que met en place Calvin. Elle entretient une relation épistolaire avec de nombreux humanistes. Mais si elle écrit énormément, elle publie rien ou presque rien. À peine osera-t-elle publier Miroir de l'âme pécheresse, mais sous un pseudonyme. La bascule. C'est dans les années 1530 que les choses vont basculer pour Marguerite de Navarre. Effectivement, plusieurs événements vont avoir lieu. Son mariage. Marguerite est veuve, elle n'a pas d'enfant, elle en souffre. Mais c'est un bon parti, d'autant plus qu'Alençon, son défunt mari, a fait d'elle sa légataire universelle. Elle épouse le 3 janvier 1527 Henri d'Albret de Navarre. Et le bon parti dans l'histoire, cette fois, c'est elle. Elle a bien plus de prestige et de fortune que son jeune époux. En revanche, son mari, il a une obsession. Il veut récupérer la Navarre et il compte bien sur François Ier, le roi de France, son nouveau bof, à l'aider dans cette entreprise. La mort de sa mère. Le 29 septembre 1531, Louise de Savoie, sa mère, meurt. Louise de Savoie était très catholique. Jusqu'ici, je vous l'ai dit, Marguerite de Navarre n'avait rien publié. Or, à partir de la mort de sa mère, elle ne se l'interdit plus et quelques mois après, elle publiera Miroir à Alençon. Son implication auprès des humanistes. Par ailleurs, elle va se permettre de pousser les humanistes et elle va se faire leur protectrice. Elle poussera d'ailleurs Roussel à faire plusieurs prêches pendant le Carême. Et là, le drame commence. Alors, si vous aimez le drama, restez. Le drama. Alors, d'un côté, nous avons Marguerite de Navarre, puissante femme d'État et philosophe. Et en face, nous avons les professeurs de la Sorbonne qui pensent être nés du cul d'Athéna. Les protestants qui se veulent plus saints que les saints. Son mari, qui veut la Navarre, rien que la Navarre et toute la Navarre. Et en arbitre, son frère, pour qui La République, c'est moi! Alors, la République, je ne sais pas, mais la France, c'est sûr. Quant au parallèle que vous pourriez faire avec aujourd'hui, je vous laisse l'embarras du choix. Il y en a tellement que de toute manière, je ne pourrai pas être exhaustive. En tout cas, comme tout bon drama, cela va se passer en plusieurs actes. Acte 1, les placards. Suite à sa publication, les théoriciens de la Sorbonne vont faire courir le bruit que Marguerite de Navarre est une hérétique. Ils ont peur qu'elle puisse influencer le roi sur le plan religieux. Alors certes, il y a des divisions au sein de la Sorbonne, mais le courant dominant reste conservateur. Roussel, que Marguerite de Navarre a poussé à prêcher pendant le Carême, est victime de placards. Alors, pour comparer ce qu'est un placard aujourd'hui, c'est-à-dire une affiche avec un message politique collé à toutes les portes, c'est un peu comme un tweet, où l'objectif est de diffamer, salir. Et les conséquences de ces tweets successifs est que François Ier finira par lui interdire de prêcher. Mais Marguerite de Navarre continuera à le soutenir, et il finira par être innocenté. Mais vous vous en doutez, cela n'a pas suffi aux théologiens de la Sorbonne, et ils finissent par s'en prendre à Marguerite de Navarre elle-même.
Alors, François Ier finit par trouver un bouc émissaire, l'imprimeur Antoine Augereau. Marguerite reste la protectrice des humanistes pendant que François Ier ménage le chou et la chèvre. Enfin, jusqu'à ce que de nouveaux placards cette fois-ci ne visent ni Marguerite, ni les humanistes, mais l'Église catholique elle-même. Là, François Ier arrête de ménager le chou et la chèvre et prend parti. Le 21 janvier 1535 est organisée une grande procession expiatoire. Une trentaine de personnes, dont Étienne de la Forge, qui est un ami de Calvin, et Antoine Augereau, qui est le fameux imprimeur, finiront cette grande procession en allant au bûcher. Et c'est le début d'une forte répression anti-protestante. Les humanistes y sont mis dans le même sac que les protestants, et Marguerite de Navarre part de Paris pour aller vivre en Navarre. Elle n'a plus sa place à côté de François Ier, sœur chérie ou pas sœur chérie. Et l'affaire finit par se calmer la même année 1535 par l'édit de Coucy. Marguerite de Navarre ne revient pas à Paris pour autant. Acte 2, le complot de Navarre. Donc, maintenant que le couple est en Navarre, ils vont enfin pouvoir s'occuper de la Navarre. Marguerite poursuit ses négociations pour récupérer la Navarre espagnole avec son frère François Ier, mais voyant l'inutilité de son action, finit par abandonner. Et comme François Ier n'a pas l'air décidé à régler le problème, Henri d'Albret de Navarre décide d'écrire à Charles Quint. Charles Quint, au lieu de dire juste non, il va lui dire « j'y réfléchis ». Alors pourquoi ? Il se dit que cette affaire, ces lettres, pourraient être un bon moyen de mettre le bins entre Marguerite de Navarre et François Ier. Et c'est là que Henri et Marguerite vont avoir une idée merveilleuse pour récupérer la Navarre. Et si leur fille, Jeanne, épousait simplement Philippe II, futur roi d'Espagne. En plus, Charles Quint semble favorable à cette union. Mais du coup, François Ier apprend les tractations de mariage, ça va venir foutre le bordel entre Marguerite de Navarre et François Ier, comme quoi Charles Quint avait raison, et il décide de retenir en otage Jeanne de Navarre, la fille de Marguerite, qu'il séquestre au château de Plessis-les-Tours, en attente d'un mariage qui lui semble plus favorable à la couronne de France. Il aimerait marier sa nièce Jeanne à un clève. Et le drama dans le drama, c'est que Charles Quint, il ne voit pas du tout qu'il a réussi à mettre le bordel entre François Ier et Marguerite. Il pense juste qu'Henri d'Albret de Navarre est en train de se moquer de lui et il met un terme aux négociations. En 1541, Marguerite cède devant les pressions que lui met son frère et Jeanne de Navarre finit par épouser Guillaume de Clèves. Alors là, c'est rocambolesque. On raconte que Jeanne avait une robe tellement lourde que le connétable Montmorency a dû la porter jusque devant l'autel. L'objectif était que Jeanne, qui ne voulait absolument pas se marier à Guillaume de Clèves, ne soit pas en possession de tous ses moyens pour pouvoir s'enfuir. Et le bonus, c'est que cela a permis d'humilier Montmorency, le connétable qui a dû faire cette tâche ingrate absolument pas à la hauteur de ses fonctions. Ceci dit, le mariage est quand même célébré, mais Marguerite de Navarre obtient gain de cause sur un point primordial, il ne sera pas consommé. Après ça, Marguerite disparaît complètement de la scène politique. Elle continue juste à venir en aide à ses amis humanistes. Acte 3, les massacres. Alors résumons. Après la libération de François Ier, suite à la bataille de Pavie, Marguerite de Navarre conseillait encore son frère.
Sauf qu'aujourd'hui, elle vit entre Pau et Néra. Ceci dit, elle fait encore le nécessaire pour venir en aide à ses amis humanistes, notamment en les aidant à fuir lors des grandes répressions. Mais comme elle sait que son frère peut être un immonde salaud, elle se détache des affaires politiques. Enfin, c'est ce que croit Marguerite de Navarre. En 1545, son frère François Ier commence à exiger l'unité de la foi. Au massacre des Vaudois en Provence, se succède le massacre de Meaux. Et comme elle ne sera informée qu'après les faits, elle ne pourra rien faire pour aider ses amis humanistes. Et les protestants, au lieu de dénoncer ces massacres, ils vont en profiter pour s'attaquer aux humanistes. Tirons sur l'ambulance. Et c'est pas n'importe qui va s'y attaquer, c'est Calvin en personne. Ils dénoncent leur méthode, la méthode allégorisante. Parce que côté catholique comme côté protestant, on soupçonne les humanistes d'être en fait des athées. Alors, certains des amis de Marguerite de Navarre vont être jugés et brûlés pour hérésie, et elle va être soupçonnée d'hérésie. Bon, ça, c'est pas nouveau. À partir de là, Marguerite de Navarre fait partie de cette génération qui refuse de choisir, alors que la génération de Jeanne, sa fille, fera partie de celle qui choisira. On passera du « en même temps » à un extrême ou l'autre. La fin du drama. Et oui, comme toutes les bonnes choses ont une fin, ce drama va finir et bien plus rapidement qu'on ne le croit. En 1545, Marguerite de Navarre décide de faire annuler le mariage de sa fille. Et on reparle du mariage avec Philippe II d'Espagne. De plus, François Ier meurt le 31 mars 1545. Ce qui règle de facto tous les conflits que Marguerite pouvait avoir avec son frère. Le nouveau roi de France, Henri II, voudrait que Jeanne épouse Antoine de Bourbon. Et si Marguerite au début est réticente, le coup de foudre qu'a Jeanne pour Antoine règle le sujet. Plus de drama. Cependant, après la mort de son frère François Ier, sa survie dépend entièrement des Montmorency. Et quand je dis sa survie, c'est le fait même de vivre, de respirer et de manger. Et elle va adopter la politique de pas de vague, surtout qu'elle a atteint un certain âge et que c'est la génération suivante qui prend le relais. Fin de vie. Alors, pendant cette période de fin de vie, où elle n'a plus beaucoup de poids, Marguerite de Navarre continue à écrire, mais elle ne publie pas. Elle publie notamment l'Heptaméron, un recueil de nouvelles destiné à mettre en valeur la famille royale, dans la pure tradition médiévale. C'est d'ailleurs la seule de ses œuvres qui ait gardé des lecteurs. Sans doute en raison de son caractère un peu scabreux qui, on doit le dire, reflète bien son époque. Elle meurt le 21 décembre 1549. On retient d'elle la femme politique et la femme de lettres. Mais l'essentiel me semble ailleurs. Elle a voulu faire du « en même temps », si je puis dire. Et surtout, elle s'est battue jusqu'au bout, ne s'arrêtant que pour sa fille et sa survie. Alors, qu'en conclure ? D'une part, c'est qu'entre faire de la politique et avoir des idées, il faut choisir. D'autre part, si vous choisissez d'être fidèle à vos idées, attendez-vous à en payer le prix fort. Alors, quand je vous disais au début qu'elle était une femme badass, parce qu'elle a osé faire ce que peu d'hommes osent faire, je ne vous mentais pas. Et vous, que seriez-vous prêt à sacrifier au nom de vos idées ?